bonjour à tous. Nous recevons Patrick Ngoy, qui est en fait le fils de Christopher Ngoy, le coordinateur de la société civile. Patrick Ngoy est venu participer au conclave de l'opposition qui se tient à Bruxelles et nous avons l'opportunité de pouvoir échanger un tout petit peu avec lui. Bonjour Patrick. Bonjour Damien. Oui, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes le fils de Christopher Ngoy, qui est en tout cas un grand militant de la société civile, qui aujourd'hui d'ailleurs se trouve en prison. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par savoir comment il va et qu'est-ce qui fait qu'il est toujours retenu jusqu'à ce jour en prison? Merci pour la parole. Christopher Ngoy est malade. Il est donc en détention, mais à l'hôpital depuis le début du mois de février. Il a d'abord été au centre Nganda où il a passé un mois d'internement. Il est rentré à la prison pour 2 semaines et il est reparti à l'hôpital où il se trouve depuis le 29 mars jusqu'à ce jour. Et depuis près d'une semaine, il vient de s'avérer que sa maladie est effectivement causée par une intoxication. Il a été empoisonné par de l'arsenic. Alors, la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas lui accorder la libération et même qu'il aille se faire soigner, c'est simplement parce que le pouvoir de Kinshasa tient coûte que coûte à se maintenir au pouvoir et des leaders de la société civile qui mènent des actions de terrain qui causent du tort aux ambitions du pouvoir actuel à se maintenir au pouvoir au-delà des délais constitutionnellement prescrits ne leur convient pas. Voilà pourquoi ils font tout pour qu'ils demeurent en détention et leur espoir serait même que, étant malades, ils périssent là-bas. Mais comment vous jugez le fait que Moïse Katumbi, qui était plus ou moins dans la même situation que Christopher Ngoy, ait eu l'autorisation de pouvoir aller se faire soigner convenablement, et Christopher Ngoy qui est effectivement dans le même état, qui est malade et qui se retrouve privé de ce déplacement important? Oui, d'emblée, le souhait serait que Christopher Ngoy puisse obtenir, il n'y a pas que lui, il y a le bâtonnier Mouyambo aussi, il y a Ernest Kiaviro, mais le souhait serait qu'ils obtiennent les mêmes facilités. Mais si je dois rentrer dans les considérations purement juridiques des 2 cas, Moïse Katumbi n'était pas d'abord en détention, il n'était pas encore en détention. Certes, le document auquel on a pu avoir accès à travers la presse disait qu'il était placé sous mandat d'arrêt provisoire, mais il n'avait pas encore été détenu. Et son dossier se trouvait encore au niveau du parquet. Donc sa liberté, sa mise en liberté provisoire dépendait de la latitude de l'officier du ministère public qui instruisait le dossier. Tandis que dans le dossier de Christopher, le dossier a déjà quitté le parquet, il est déjà fixé devant les cours et tribunaux et la demande avait été faite au niveau de juridiction où se trouve le dossier, donc à la Cour suprême de justice, qu'il obtienne une mise en liberté provisoire parce qu'il était allé même comparaître malade. On a produit tout ce qu'il y avait comme document attestant son état de santé. Malheureusement, la Cour a complètement ignoré même le motif principal pour lequel il avait saisi, nous avions saisi cette Cour. Bon, on pourrait dans une certaine mesure dire qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures, mais juridiquement parlant, ce n'est pas le même type de situation, mais toujours est-il que les mêmes facilités peuvent lui être accordées. Ok, mais vous êtes juriste de formation, hein, c'est ça, oui. Et vous êtes aussi dans la société civile. Quel est votre rôle au sein de la société civile? Et puis il y a plein de sociétés civiles au Congo. C'est déjà laquelle que vous représentez? Et quel est votre rôle précis dans cette société civile? Je suis dans la société civile de la RDC, qui est une plateforme qui réunit en son sein plusieurs structures, plusieurs organisations de la société civile, dont la synergie Congo Culture et Développement, donc Christopher, qui est la structure de base de Christopher. Et c'est à travers cette structure qu'il se retrouve coordonnateur général de la société civile de la RDC.
Alors c'est cette société civile-là qui prône le dialogue politique comme voie royale indiquée pour sortir le pays de la crise actuelle qu'il est en train de connaître. Et je suis donc juriste de formation, comme vous l'avez dit, mais aussi avocat de profession. Okay, parfait. Vous êtes au conclave de Bruxelles. Est-ce qu'on peut attendre, on peut comprendre vos attentes de ce conclave, ou même plutôt quelles sont les attentes de la société civile par rapport à ce conclave de Bruxelles convoqué par Etienne Tshisekedi? D'abord, nous remercions, je salue l'initiative du président Etienne Tshisekedi qui a reconnu à travers les actions menées par cette société civile de la RDC la nécessité de leur présence ici afin d'échanger sur ces questions assez essentielles et qui même a fait d'un des préalables de sa participation au dialogue la libération des détenus politiques en citant nommément le coordonnateur général Christopher Ngoyi Mutamba. Je salue déjà ce signe de reconnaissance. Alors, nos attentes ou notre vision de l'actualité politique en ce moment est que la grande tendance, la plus importante, la démarche essentielle que devrait mener la classe politique actuelle, la classe sociopolitique, c'est-à-dire les acteurs politiques et de la société civile, c'est de mettre le peuple dans un point commun, dans une vision commune de changement et d'alternance. Parce qu'il ne s'agit pas de combattre un seul individu, mais il s'agit de combattre tout un système qui s'est instauré au-delà d'une décennie. Et pour cela, rien ne sert à se mettre dans des combats fratricides, des guerres de positionnement entre les différents acteurs et leaders de la société civile. Le discours, le message que nous portons à ces acteurs politiques, c'est de se mettre ensemble, de réunir cette population, parce que les acteurs politiques ont eu pendant un bon moment pour cible que leurs militants. Or, la large partie de la population, c'est celle qui se retrouve à travers la société civile qui est dans une diversification de représentation. Oui, mais est-ce qu'on peut croire dans une unité de l'opposition? Est-ce que c'est possible que les forces politiques et sociales de l'opposition se mettent toutes ensemble dans l'esprit d'un front unique? Est-ce que cela peut être envisageable? Vous qui êtes sur place à Kinshasa, qui connaissez plus ou moins la manière dont fonctionnent un peu tous ces partis politiques, est-ce que cela peut être envisageable? Moi je pense que, en tout cas la société civile de la RDC, que si les acteurs politiques mettent de côté leur ego personnel, leur guerre ou combat pour un positionnement individuel, pour des intérêts individuels, cela est possible. Même si on ne peut pas parvenir à une unité parfaite, mais à une forte cohésion de la société, de l'opposition est possible. Et donc pour renchérir mon message, c'est que ça ne vaut pas la peine que ceux qui sont pro ou contre le dialogue se fassent la guerre en s'entre-attaquant entre eux. Ça n'aide pas, ça fragilise l'action de la population qui a une colère sourdine, qui est prête à manifester, qui est prête à s'exprimer par tous les canaux possibles que les acteurs de la société civile et les acteurs politiques pourront leur montrer ou à travers lesquels ils pourront les orienter. Il faudrait donc avoir un langage commun. Ça ne sert à rien. C'est une très bonne occasion. Je pense que par rapport, sans négliger le poids de ceux qui n'ont pas pu se joindre à ces assises, je pense que quand même ceux qui ont répondu favorablement, c'est un nombre assez important. Et je pense qu'ils pourront à leur tour porter ce même message aux autres qui n'ont pas pu, pour des raisons qui leur sont jusqu'ici propres, les convaincre de venir se joindre. Je pense que c'est lorsque nous sommes unis que nous pouvons atteindre cet objectif qui est une alternance et une vraie alternance. Okay. C'est assez intéressant hein, la manière dont vous présentez les choses. Nous allons peut-être essayer d'aller un peu vers la fin de notre échange, mais je suis intéressé quand même à savoir quelles sont les actions prévues par la société civile hein, dans laquelle vous participez aussi dans la coordination. Quelles sont les actions qui sont prévues à très court terme et à moyen terme par rapport aux enjeux actuels et à venir?
Oui, pour revenir un peu dans le passé et comprendre un peu la démarche de la société civile de la RDC a été l'une de ces premières structures de la société civile à dégager comme concept de plateforme qui mettent sur une même table les acteurs politiques et les acteurs de la société civile, afin d'avoir une vision commune. Cela s'est traduit à travers la plateforme Sauvons la RDC, où il y avait SID du président Martin Fayoulou et même l'UNC du président Vital Kamerhe, qui a eu à travailler, qui a émis des pétitions contre le bureau de Ngoï Mulunda qui est tombé, qui a combattu la révision constitutionnelle, qui a combattu la révision de la loi électorale qui voulait faire de l'ONIP l'organe qui devait procéder au recensement préalable à la tenue des élections. Et c'est ce qui a conduit aux événements de janvier 2015 et qui a coûté donc l'emprisonnement de beaucoup, dont le coordonnateur général de la société civile Christopher Ngoï Mutamba. Mais les enjeux sont différents aujourd'hui. Hein, c'est que voilà. C'est pour ça que je voulais dire justement, c'était juste un petit rappel. Nous demeurons dans ce même type de démarche, dans plusieurs types d'activités. Nous faisons des manifestations, nous accompagnons, nous appuyons tous ceux qui lancent des journées villes mortes comme il en a été le cas le 26 mai dernier et même le 16 février. Donc, à court terme, pour nous, il est d'abord important d'obtenir le dialogue, d'obtenir la tenue du dialogue, et des avancées sont déjà là, ne serait-ce que par rapport au format. Il y a la communauté internationale qui, à travers la résolution 2277, appuyée par les résolutions de la Commission européenne, renforce la vision du dialogue selon Étienne Tshisekedi et tous ses alliés. Donc aujourd'hui, nous mènerons des actions de sensibilisation. Nous l'avons fait à travers d'autres structures de la société civile pour les convaincre de venir à ces assises. Nous continuerons donc à sensibiliser et pourquoi pas à organiser des marches, parce que la Constitution nous le permet, à organiser des marches et des conférences de sensibilisation dans ce cadre-là, pour préparer la population à toute éventualité, soit à la tenue du dialogue, soit au cas où le dialogue n'est pas possible selon le format que nous exigeons, à prendre leur pouvoir en main, se prendre en charge. Voilà. Okay. Patrick Ngoï, merci et à très bientôt. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Nous continuons alors avec nos invités. Donc là, nous avons un invité surprise qui vient aussi au conclave, et il s'agit bien du docteur Kankou. Vous allez vous souvenir que docteur Kankou a été arrêté il y a de cela 3 ans. Il avait été accusé à Kinshasa de préparer un coup d'État, d'espionnage et tout ça. Alors nous le recevons à EDTV et il va essayer un peu de nous éclairer sur ce qui s'est passé. Docteur Kankou, bonjour. Bonjour. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, docteur Kankou, vous avez été arrêté il y a 3 ans. Hein. Tout le monde sait que vous avez été accusé de préparer un coup d'État, espionnage et tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes libre. Il semble que vous avez été libéré la semaine passée et vous voici debout et vous venez au conclave. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'est passé exactement il y a 3 ans? Ok. Avant tout, je vais vous dire ceci. Je suis un homme très heureux. Je suis un homme très heureux pour moi-même, pour ma famille et pour le peuple congolais. Et je voudrais adresser mes remerciements au peuple congolais, aux hommes et femmes de bonne volonté qui œuvrent et qui se battent chaque jour pour que demain, une démocratie effective soit une réalité dans le quotidien de chaque citoyen et que l'arbitraire ou l'état de fait n'ait plus sa place. Mais on ne peut pas parler de la démocratie sans la justice, car la justice est l'essence même de l'état de droit. J'ai été arrêté arbitrairement au Congo pour les motifs que vous venez d'invoquer. Il y a plus ou moins, disons, 2 semaines au maximum, le 25, au tribunal, j'ai été acquitté. J'ai pris mon avion, je suis arrivé ici pour me reposer, faire un peu un recul, analyser les choses avec lucidité et repartir du bon pied.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 ans? Parce que nous avons vu dans les images, on a présenté des gens avec des armes, avec du matériel de guerre, hein, au nom de Dr Kankou qui voulait préparer un coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant les 3 ans pour qu'aujourd'hui, finalement, on part de ce soupçon ou de l'accusation de préparer un coup d'État jusqu'à vous libérer comme ça, quoi? Oui, je pense que j'ai été arrêté arbitrairement parce que c'était une peur infondée de la part du gouvernement, une volonté manifeste et délibérée de pouvoir dissuader les gens de bonne volonté qui ont envie de faire quelque chose pour les Congo. Bon, les armes, comme vous les avez vus, eh ben, si vous avez suivi mon premier procès, la première audience du procès, le ministère public était confus, puisqu'il a affirmé que ces armes étaient trouvées dans la maison où j'ai logé, alors que ces armes étaient déposées à l'hôtel, que je ne connaissais pas, et puis on ne me connaissait pas par les propriétaires de cet hôtel, ni le gérant qui avait accueilli la personne qui avait amené les armes. Donc, le tribunal avait même jugé de ne plus me poursuivre en ce qui concerne les armes. Donc, la vérité était sortie au tribunal que c'était leurs propres armes qui appartenaient au gouvernement, à l'armée congolaise, et qu'un certain colonel a eu des instructions des autorités pour aller prendre ces armes dans les unités, des unités différentes de l'armée, aller les déposer dans cet hôtel et faire croire que ce sont mes armes. Malheureusement, quand il est allé déposer ses armes, au lieu de donner mon nom, Jean-Pierre Kankou, il a donné le nom de Jean-Pierre Kabeya. Et voilà qu'ils étaient confondus. Ok, mais vous avez finalement été emprisonné, donc vous venez de passer 3 ans en prison. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez vécu ce temps en prison? C'est calvaire. C'était un calvaire total. Puisque quand je suis arrivé en prison, ce que j'ai vécu dedans, c'était inhumain. Du point de vue social, du point de vue humain, il n'y a pas d'humanité, les gens sont considérés comme des bêtes. Imaginez-vous, une cellule prévue pour 45 personnes, il y a 175 personnes. Vous pouvez vous imaginer dans quelles conditions les gens peuvent dormir. Puisque sur les lits d'une personne, il y a des personnes, c'était les lits en étage, en haut encore des personnes, entre les lits, il y a des gens qui dormaient. Et même dans les douches, ce que je vous dis, c'est une réalité. C'est quand même assez complexe. Mais avant que vous ne partiez à Kinshasa, vous étiez quand même très actif. Vous étiez actif dans des structures politiques. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui. Je pense que vous aurez beaucoup de détails puisque le 25 de ce mois, il y aura une conférence de presse que je vais pouvoir organiser et vous aurez les invitations. Oui. Depuis mon adolescence, je l'ai toujours dit, que j'ai fait mes études ici, jusqu'à l'université, jusqu'à quand j'ai commencé à travailler, j'ai toujours milité dans les organisations associatives, caritatives, congolaises. J'ai toujours été actif, que ce soit à la faculté. Donc, m'intéresser à la chose publique congolaise, pour moi, c'était naturel, puisque je suis fils de ce pays. Donc, j'ai dit au tribunal, au président qui me considérait comme étranger, non, que je le sang qui coule en moi est un sang congolais. Mon père est congolais, ma mère est congolaise. Donc, le Congo m'a donné la vie, mais la Belgique a fait l'homme que je suis aujourd'hui et j'en suis fier et je ne peux pas le cacher. Mais j'ai quelque chose à apporter aussi au Congo. Effectivement, est-ce que vous savez nous dire qu'est-ce que vous avez reçu en plus pendant ce séjour de 3 ans en prison? Évidemment, vous avez tout à l'heure étalé un peu les douleurs et les souffrances, mais qu'est-ce que vous avez reçu en plus par rapport à ça? J'ai appris beaucoup. C'est-à-dire quand on a fait 35 ans à l'étranger, qu'on apprend, on essaye de connaître son pays de loin, on a une autre image. Mais là,
sur les 3 ans et demi que j'ai fait à la prison d'Olo, vraiment c'était représentatif de ce qui se passe en dehors de la prison. Donc puisque l'escroquerie, la torture y est, confisquer les biens des gens, escroquer des gens, c'était la monnaie courante. Figurez-vous, pour avoir une visite, vous devez payer 250, 2500 francs pour aller voir. C'est équivalent de plus ou moins 3 dollars. 3 dollars. Et même quand vous avez donné ça, pour voir les détenus, vous devez donner à chacun 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs pour aller visiter. Donc, pour les familles qui n'ont pas la possibilité ou des moyens matériels ou financiers, c'est leurs parents, je pense qu'ils sont malheureux puisque les détenus peuvent rester 3 ans, 4 ans sans avoir visité leur famille, puisqu'il faut payer. Et même quand vous amenez à manger pour les détenus, d'abord c'est les pénitentiaires qui se servent, qui cherchent à se servir. Donc c'est vraiment des conditions très difficiles. Et là, j'ai vécu la réalité de ce que la plupart des gens vivent en dehors des prisons, mais je l'ai vécu en prison. La seule différence, c'est qu'en prison, je n'avais pas la liberté de circulation. Ben, généralement, lorsque les gens quittent la prison, surtout la prison de Makala au Congo, il y a deux possibilités. Soit ce sont des personnes qui font l'allégeance au régime en place parce qu'ils considèrent que c'est une grâce qui leur est faite, ou alors c'est des personnes qui finalement sortent de la prison avec une détermination de pouvoir mener un combat beaucoup plus virulent. Quelle est la position de Dr Kankou? Oui, je vais vous dire ceci. Ce qui est certain, ma détention à la prison d'Olo a changé le cours de ma vie. C'est pour ça que je prends le temps de recul pour pouvoir décider. Mais mon combat, c'est que demain, nos enfants, nos petits-enfants, tout enfant congolais ait une vie meilleure et soit fier de son pays. Ça, c'est notre idéal, c'est notre conviction et nous en avons la détermination. Est-ce que vous êtes moralement prêt à pouvoir mener un nouveau combat avec autant de virulence? Oui, je vous dis pas très loin. Je vais prendre le temps de m'organiser et je vais me battre réellement pour le Congo. Pour que le Congo, demain, chaque enfant, qu'il soit du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, en passant par les centres, ait droit au minimum pour vivre. Okay. Docteur Kankou, nous aurons l'opportunité d'aller vraiment en profondeur avec vous, parce que 3 ans après, je crois que vous avez beaucoup de choses à dire, et les Congolais, surtout ceux de la diaspora, hein, ont beaucoup de choses à apprendre de votre expérience. Donc EDTV vous lancera très prochainement encore une invitation. Pour ceux, en tout cas, je vous dis merci, à très bientôt. Merci beaucoup, c'est bien gentil, à vous. À la prochaine. Merci à vous tous et à bientôt.